Nous sommes vendredi 13 novembre 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. La coalition Sephora Arusha demande au secrétaire général des Nations Unies d'envoyer au Burundi un représentant qui répondra aux préoccupations du peuple burundais. Vous suivrez dans ce journal Frédéric Bamvuginyuvira, le président de la Sephora Arusha. Et l'Alliance des Burundais du Canada est préoccupée par la détention arbitraire et illégale de l'ancien député Fabien Batijanino, actuellement incarcéré dans la prison centrale d'Omimba, un emprisonnement qui marque, selon ABC Canada, l'intolérance du régime du parti CNDD-FDD. Et hors de nos frontières, l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings est mort ce jeudi à Accra. Ceux qui l'ont connu affirment qu'il était devenu un pilier du panafricanisme et un charismatique homme d'État. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Pas justice pour démarrer cette édition. L'Alliance des Burundais du Canada est préoccupée par la détention arbitraire et illégale de l'ancien député Fabien Batijanino, actuellement incarcéré à la prison centrale d'Omimba, selon Apolline Simbizi, secrétaire générale adjointe du comité exécutif de l'ABC Canada. L'emprisonnement de Fabien Batijanino marque l'intolérance à toute critique au régime du parti CNDD-FDD. Suivez-la. L'ABC trouve que cette arrestation et emprisonnement de l'honorable Fabien est un message du pouvoir CNDD-FDD sur place, un signe parlant qui marque l'intolérance pour toute critique envers ce régime. C'est une façon d'intimider tous ceux qui lèveraient le petit doigt pour dénoncer les violences, les crimes ou les autres abus du pouvoir dans ce pays, y compris les élus du peuple. L'ABC craint pour la santé et la sécurité de ce député, étant donné les conditions dans lesquelles il est détenu. On parle tantôt d'exposition au soleil dans un espace réduit, tantôt dans un cachot d'isolement avec des conditions sanitaires inacceptables. Alors, pour dénoncer ce cas d'injustice notoire, l'ABC, en collaboration avec Musée de l'Holocauste, Montréal, Comité national arménien du Québec et Centre Kemara, qui sont des organismes qui défendent les droits humains et contre les génocides, ont adressé une correspondance aux plus hautes autorités burundaises et aux autorités judiciaires du Burundi pour leur demander de libérer sans condition l'honorable Fabien, connu d'ailleurs pour être un fervent défenseur des droits humains et un homme d'une franchise extraordinaire qui ne faisait que parler au nom de la population qu'il avait élue. On n'oublie pas nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu qui totalisent aujourd'hui 389 jours d'incarcération. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et à une amende de 2 millions de francs burundais chacun. Les organisations internationales des droits de l'homme et des professionnels des médias trouvent qu'ils sont emprisonnés justement et ne cessent de demander qu'ils soient libérés sans condition. Page politique à présent, après le rapport sorti par le secrétaire général des Nations Unies recommandant la prolongation de l'examen du Burundi par l'ONU, les réactions fusent de partout. C'est une satisfaction pour le réseau des citoyens probes qui estiment que des crimes graves se poursuivent au Burundi. Pour Gervais Nibigira, vice-président de ce réseau, c'est une autre occasion pour la commission d'enquête sur le Burundi pour qu'elle continue à documenter sur les violations des droits humains au Burundi. Suivez. C'est un message qui est donné d'abord au gouvernement burundais pour qu'il y ait des changements, que ce soit au niveau politique, social, économique. Mais aujourd'hui, il est compréhensible parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Il y a les violations des droits de l'homme qui continuent, il y a les arrestations, il y a des emprisonnements abusifs. Donc aujourd'hui, c'est un bon moment pour le pays et de voir comment changer certaines situations et pour que à la fin de l'année, le pays soit réussi, les pays qui sont sous examen. Donc aujourd'hui alors,
on continue à voir aussi des menaces, que ce soit pour le parti CNDD, non, le parti SNER qui a perdu les élections, mais qui aujourd'hui, il y a les membres qui sont toujours arrêtés, et même le secrétaire général des Nations Unies est revenu sur certains comportements de la jeunesse imbonerakure alliée au parti CNDD, mais aussi ces arrestations. Donc, ceci montre qu'aujourd'hui, le secrétaire des Nations Unies suit de près ce qui se passe au pays, que ce soit pour les violations des droits de l'homme, et même comment le pays est dirigé. Donc, il a lancé un appel vibrant au gouvernement pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait l'amélioration, que ce soit pour le pays, que ce soit pour les relations, que ce soit les relations entre les organismes internationaux, ou que ce soit entre le Burundi et les autres pays, que ce soit les pays régionaux ou les pays qui sont de coopération avec le pays. Je sais que le gouvernement va refléter le rapport comme il le fait pour tous les rapports qui sont sortis concernant le pays. Aussi, ça va donner l'occasion à la commission d'enquête de continuer à enquêter et donner le rapport au secrétaire des Nations Unies qui prendra des mesures nécessaires pour le pays. Donc, c'est un bon moment pour le pays d'améliorer ce qui est à améliorer, mais aussi de changer ce qui est nécessaire pour le changement. Et la coalition CFA-Ousha a demandé au secrétaire général des Nations Unies d'envoyer au Burundi un représentant qui répondra aux préoccupations du peuple burundais. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, président de la CFA-Ousha, l'urgence pour la communauté internationale devrait être de contraindre le gouvernement burundais à accepter un dialogue inclusif arbitré par les Nations Unies elles-mêmes et non la communauté est-africaine. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira. Notre réaction au sein de la CFOR Arusha est une satisfaction, tout simplement parce que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de maintenir sur la liste le Burundi, la liste des pays qui doivent être suivis avec intérêt par le Conseil de sécurité. Il a constaté que le Burundi vit des problèmes. Effectivement, le Burundi a d'innombrables problèmes de sécurité, problèmes de politique, il n'y a plus de formation politique qui fonctionne, problèmes économiques, il n'y a plus de devises pour l'import-export, problèmes sociaux, les élèves suivent des cours assises à même le sol, la santé, il y a le coronavirus qui est là, promet d'envoyer une représentation solide dans notre pays. Nous le souhaitons, mais nous voudrions que ces gens-là travaillent sans peur d'être chassés, d'être malcotés. Mais non, parce qu'ils auront une mission de constater que le Burundi est un État qui est géré comme un État conquis par le CNDD-FDD. La solution qu'ils proposent, c'est le dialogue, bien sûr, c'est le dialogue, mais le dialogue sur quoi? Pour nous, premier élément, c'est le dialogue sur la sécurité des citoyens. On ne peut pas accepter que les gens continuent à être décapités tout le temps. Donc, c'est de ce dialogue qu'il propose qui a échoué au niveau de l'East African Community. Donc, on ne peut pas prétendre continuer à le tenir au sein de cette communauté parce qu'il y a des conflits. D'abord entre les chefs d'État de la communauté et ensuite, il y a des chefs d'État qui se conduisent ou qui se méconduisent. J'utilise le mot sciemment, qui se conduisent comme les responsables politiques, les gestionnaires de l'État burundais, ce qui fait, au lieu de dénoncer le comportement des dirigeants burundais, il y a une compréhension mutuelle. Donc, ce qui fait que nous éprouvons des difficultés à pouvoir trouver un cadre qui puisse permettre ce dialogue qui doit aboutir à une véritable réconciliation et la refonte de l'État burundais. Et il y a effectivement les Nations Unies qui doivent accepter de piloter ce dialogue, mais également ce dialogue doit se mener où? En tout cas pas au Burundi, mais ailleurs, parce que si on allait au Burundi, on serait tous mis en prison. Et c'est comme cela, parce que le Burundi est une prison à ciel ouvert.
Le journal poursuit dans la suite des séries de témoignages des victimes des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait du parcours d'Onzo-Isaba Omer. Son père a été assassiné en 1993. Suivez. Jenaba i Bujumbura. Hama tugenda n'imfise imyaka 13. Turyamye muhira nabana na mushikanje mukuru. J'habitais à Bujumbura avec ma grande sœur. J'avais 13 ans à cette époque. On a entendu un bruit assourdissant de bombes. C'était quand on dormait. C'était la première fois que j'entendais le bruit d'un tir de blindé. Comme on vivait non loin de l'endroit d'où provenaient ces tirs au palais, on comprenait bien que c'était des choses hors de l'ordinaire qui se passaient. Nous vivions à Rohero, non loin de la clinique Prince Louis Rwagasore. En tant qu'enfant de 13 ans, c'était la première fois que j'attendais le bruit d'un tir de blindé. Cela m'a fait très peur. Le lendemain, même si nous étions des enfants, on nous a dit que le président Dadaye avait été assassiné. Des chants de deuil commençaient à être diffusés. Mais à ce moment, je ne savais pas que des tueries avaient lieu à l'intérieur du pays, sur les collines. J'avais juste compris que le président Dadaye était mort, sans savoir que d'autres événements, d'autres tueries suivraient. J'étais un enfant de 13 ans. Par après, en date du 22, on a su que mon père et d'autres proches avaient été tués à coups de machette. Comment s'appelait votre père? Il s'appelait Misigaro Léopold. Il était militaire à la retraite, l'ancienne armée FAB. Combien de proches ont été tués avec votre père? Il a été tué avec mon oncle et sa famille entière. Et tout le monde dans leur voisinage a été tué. Quelle localité? C'est dans la zone Kabanga, en commune Giheta. C'était sur la colline Gihuga, en province Gitega. J'ai appris qu'il y avait des problèmes ethniques entre Hutu et Tutsi. J'avais su que mon papa était mort, victime de son ethnie. À cette époque, on ne comprenait pas qu'on avait perdu notre père. C'était incompréhensible. Kuko numvise yuko bavuga yuko papa yapfuye azize ubwoko bwiwe. Nuko muri ico gihe ntitwashoboye gutahura yuko papa yoba yapfuye kuko twumva umenga ni ibintu bitumvikana. Vous pouvez suivre l'intégralité de ce témoignage sur différentes plateformes de la télévision Renaissance à partir de dimanche de cette semaine. Au de nos frontières, l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings est mort à Accra à l'âge de 73 ans, jeudi 12 novembre. Il avait dirigé le Ghana pendant près de 20 ans et était devenu un pilier du panafricanisme et un charismatique homme d'État qui a réussi à imposer une culture démocratique dans son pays. Les précisions avec Thierry Bigrindavi. Jerry John Rawlings, qui avait dirigé le Ghana pendant des décennies, de 1981 à 2001, c'était le matin de ce jeudi à l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra, où il avait été admis une semaine auparavant. C'est la présidence ghanéenne qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a même décrété un deuil national de 7 jours et ordonné la mise en berne du drapeau national. Rawlings a marqué l'histoire du Ghana de manière paradoxale, car d'abord il est devenu président à la suite d'un coup d'État, puis il est devenu l'homme par qui le Ghana est entré dans la démocratie. C'est lui qui a rétabli les libertés démocratiques au Ghana et en a fait le modèle de l'Afrique de l'Ouest. Capitaine dans l'armée ghanéenne, Jerry Rawlings n'a que 32 ans quand il renverse pour la première fois le régime de Fred Akufo en juillet 1979 et cède le pouvoir au gouvernement civil du président Liman en septembre 1979. Mais de nouveau, il renverse ce gouvernement 2 ans plus tard, déçu par son inaction. Je me suis retrouvé à ce poste, non pas parce que je voulais être chef d'État, dira-t-il des années plus tard, mais par la passion pour la justice, pour la liberté. À son arrivée au pouvoir, il promet de s'attaquer à la corruption et à la mauvaise gestion, de nettoyer la maison selon ses termes. Il cultive une image de jeune révolutionnaire intègre, y compris par sa ressemblance au révolutionnaire bolivien Che Guevara et par son amitié avec le capitaine Thomas Sankara, ancien président de la Burkina Faso. En 1992, une nouvelle constitution est adoptée. La 4e République est proclamée par Rawlings et cette fois-ci démocratiquement élue. Le multipartisme est rétabli,
de même que la liberté de presse. Jelly John Rawlings est réélu en 1996. La Constitution lui interdisant de se représenter une troisième fois, il fait une sortie pacifique et volontaire de la scène politique lors de l'élection en décembre 2000. Il passe les rênes du pays le 7 janvier 2001. Autre symbole de la montée en puissance du Ghana, l'état de grâce que connaît à son époque la diplomatie. L'élection en décembre 1996 de Kofi Annan, un fils du Ghana au poste de secrétaire général de l'ONU, en était l'illustration. Jelly John Rawlings était né le 22 juin 1947 à Accra, d'un père écossais et d'une mère ghanéenne. En 1968, il entre à l'Académie militaire ghanéenne à Téchi. Devenu lieutenant d'aviation de l'armée de l'air, Jelly Rawlings a fait une première tentative de coup d'État le 15 mai 1979. Sa tentative échoue et il est arrêté. 3 semaines plus tard, libéré par d'autres officiers, il organise un nouveau coup d'État le 4 juin 1979. Pour l'écrivain burundais David Gakunzi, Jelly John Rawlings était un jeune officier comme Thomas Sankara. Il a lutté pour une bonne gouvernance en prônant la démocratie et en mettant en place des mécanismes et des procédures pour le bien collectif des citoyens. Suivez David Gakunzi. J'étais jeune et j'avais déjà vu Sankara. Je voulais voir Rawlings. Je suis parti de Ouagadougou jusqu'à Accra et je suis revenu de ce voyage transformé à vie. Rawlings, c'était quelqu'un de spécial comme Sankara. Vous savez, il y a des gens qui aiment le pouvoir et puis il y a des gens qui aiment les gens. Rawlings, comme Sankara, aimait les gens. Et Rawlings, comme Sankara, était un jeune officier qui nous a appris qu'il y avait aussi une éthique militaire, que les soldats pouvaient être des citoyens, que si un coup d'État était par définition l'antithèse de la démocratie, il était possible parfois dans l'histoire que des soldats, en tant que citoyens, jouant leur rôle de citoyens, permettent la transition vers la démocratie. Et Rawlings, c'est aussi cette idée fondamentale que la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, mais comme il le disait, c'est mettre en place des mécanismes, des structures, des procédures qui feront en sorte que si c'est même le diable qui est élu au pouvoir, il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Et Rawlings, je dirais aussi que c'est cette idée d'une Afrique unie, c'est cette idée de l'importance de leur confiance en soi pour affronter tous les défis. Et puis ce rappel important que l'Afrique est traversée par 2 contradictions, une contradiction interne entre ceux qui veulent, je dirais, le pouvoir pour transformer le continent dans le sens du bien collectif et ceux qui veulent le pouvoir pour eux-mêmes. Et deuxième contradiction, entre l'Afrique, le rapport entre l'Afrique et le reste du monde, comment on change les rapports internationaux pour que ceux-ci puissent bénéficier à l'Afrique. Rawlings, c'est cette idée fondamentale qu'il faut rêver, qu'il est possible de transformer le monde, de transformer l'Afrique. Il faut de la détermination, il faut être organisé et il faut de l'imagination. Et voilà, c'est ce qui prend en fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.